Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture. Il s'agit de Marcuse vers la libération. C'est top de s'aligner avec le ring light. Marcuse, c'est Hébert Marcuse en fait. Hébert Marcuse, c'est un philosophe et sociologue. Faudrait que je vérifie, mais bref, allemand. Oui, c'est ça. Allemand à la base, il me semble. Et qui a émigré aux États-Unis. Le livre date de 1969. On est sur une publication, donc c'est Médiation, la maison d'édition par, je pense que c'est Grenier, ça, de Noël Gontier. C'est quand même une maison d'édition qui est agréable, je trouve. Sinon, au niveau du format, l'écriture, c'est quand même assez gros. Ça se lit super bien, puis ça fait 169 pages. Au niveau du contenu, dans le fond, je vais vous lire, c'est Vers la libération, c'est Au-delà de l'homme unidimensionnel. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Au-delà de l'homme unidimensionnel, comment aller vers la libération? C'est la question fondamentale à laquelle Marcuse apporte les éléments d'une réponse dans le présent essai. Pour lui, la voie nouvelle offerte est par une contestation permanente. Ça va être vraiment de ça dont va traiter le livre, c'est d'être dans une contestation permanente, puis il va l'illustrer avec évidemment plein d'éléments de son époque. Donc, au sein des sociétés technologiquement avancées, socialistes et capitalistes, ça permet de renouveler les besoins et les satisfactions des hommes en refusant le jeu des règles répressives. Donc, Marcuse, en fait, est sociologue et philosophe de tradition marxiste. Donc, évidemment, on est beaucoup dans une critique sociale parce que le marxisme suppose que l'identité, la personne, est créée sur la base de la société, dans le fond. Je ne sais pas comment l'expliquer d'une manière simple. Ben, dans le fond, on va y aller simplement. L'humain est un produit culturel. Donc, l'humain est vraiment un produit de sa société. C'est les grandes lignes, évidemment. On ne rentrera pas dans les détails plus poussés. Donc, on va y aller pour les extraits que j'ai trouvés intéressants. C'est le premier livre que je lisais de Marcuse, d'Hébert Marcuse, puis j'ai vraiment trouvé ça bon. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup lire, tu sais, on parle de 1969, donc on est à l'époque en pleine guerre froide. Là. Moi, j'aime beaucoup lire sur cette époque-là. D'abord, les livres, ça coûte rien. Vous allez voir, tous les auteurs, la plupart que je lis sont déjà morts. Moi, je lis des auteurs morts pour plusieurs raisons. La première, c'est que s'ils ont franchi, si leur livre franchit encore, on en parle encore dans l'université, dans les débats populaires, c'est parce qu'il y a un contenu de qualité. Quand tu lis un auteur contemporain, c'est sûr, il y en a plein de qualités, mais un, les livres, ça coûte cher. Deux, est-ce que leur savoir a été prouvé sur l'étalement historique? C'est beaucoup plus pernicieux, c'est beaucoup plus dur à dire si un auteur est vraiment, je dirais pas valide, mais pertinent, si ça a vraiment été comme un bouleversement, si c'est vraiment un auteur qui qui est pertinent, tout simplement. Il n'y a personne qui se pose la question si Platon, Aristote, Sénèque, Marc Aurèle, Freud, Montaigne, Montesquieu, n'importe qui, Nietzsche, est pertinent ou était pertinent. Peut-être qu'à cette époque-là, on se posait la question. Puis il y en a beaucoup des auteurs qu'on lit beaucoup présentement, qu'on étudie, puis qu'au moment où ils ont sorti leur livre à leur époque, c'était complètement absent, c'était pas présent dans la communauté scientifique. Bref, je lis des morts parce que ça coûte moins cher puis parce qu'ils ont prouvé leur valeur, tout simplement. Donc, Hébert Marcuse, j'en étais où? Oui, c'est ça. J'en étais à dire que le contexte historique est vraiment important de la guerre froide, en fait, parce que c'est aussi un contexte, il y a des gros bouleversements sociaux, il y a des deux systèmes qui s'affrontent. On est à une époque charnière, selon moi, dans l'existence humaine, tout simplement. Deuxième guerre mondiale, guerre froide, vraiment époque charnière. Donc, je trouve que c'est pertinent de lire les auteurs qui ont réfléchi à ces moments-là parce que, ils ont dit des choses très pertinentes, puis ils ont vu aussi un peu où est-ce qu'on s'en allait. On va le voir avec Hébert Marcuse. On va y aller avec la page 16. Il va parler de la compétition, de l'esprit de compétition. C'est quelque chose qui va revenir aussi. J'avais lu Albert Jacquard, pardon. J'avais lu Albert Jacquard qui, lui, en parlait dans un livre, c'est Halte au jeu. Puis il faisait une critique des Jeux olympiques. Puis je trouvais ça vraiment pertinent parce que asti qu'il y a de l'argent perdu dans les Jeux olympiques, c'est incroyable.
tout ça pour un sport. T'as des athlètes qui se dopent. On dirait que ça rassemble tous les vices. Comme c'est McDonald's qui finance les athlètes. Comme what the fuck? Ça passe à la TV, puis les gens sont assis sur le sofa à écouter ça. Ah, je sais pas, moi, les Jeux olympiques, ça m'a jamais parlé, puis je trouve que c'est ça. C'est un bon exemple de toute la corruption pour la construction de stades ou n'importe quoi. Euh, c'est, c'est absolument... C'est ridicule, tout simplement. Puis, ben, c'est fondé sur la compétition, puis c'est aussi de la façon dont notre système capitaliste fonctionne, c'est sur une compétition. Donc, il va parler de la compétition, puis tout le symbole de la compétition qui se fait dans notre société capitaliste, puis il va en parler comme quoi que c'est vraiment promu dans la société, puis que ça épuise les gens. Et il va dire, dans le fond, que ça mène les instincts, les aspirations des hommes au point où rien ne leur impose plus de gagner leur vie de façon agressive, à un point où rien ne leur impose plus de gagner leur vie de façon agressive. Donc, même l'agressivité est valorisée dans un système de compétition et à un point où le superflu devient un besoin vital. Ça, c'est rendu ça dans notre société. Je veux dire, même le Wi-Fi, c'est rendu... Tu demandes à qu'est-ce qu'il y a de pire pratiquement dans une société occidentale, puis c'est la perte du réseau LTE, puis du Wi-Fi, genre. Page 21, il va bien décrire, dans le fond, notre système, comment il est fondé économiquement. Ben, il parle des organisations, en fait, qui sont de plus en plus méthodiques. Là, on est en 1969. Qui sont de plus en plus méthodiques dans le gaspillage et la destruction. Dans la destruction, parce que ça permet la survie du système. On a juste à penser à tout ce qui est obsolescence programmée. Donc, déjà ça, c'est le fun de lire ça en 1969, tu sais. Les gens le savaient, puis ils l'ont ignoré, ou même ils s'en sont servis. La page 31, c'est super intéressant parce qu'on voit la spécialité sociologique. Donc, il analyse évidemment la société, comment elle est faite. Et il va dire l'éloge de la violence et de la stupidité permet d'assurer la servitude des auditeurs. Puis ça, ben, c'est d'autant plus actuel aujourd'hui. Lui, quand il disait ça, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Fail Army, des compilations de gens idiots qui leur arrive quelque chose. Il n'y avait pas des compilations aussi de choses violentes. On sait que notre société vend beaucoup ça parce que ben, c'est darwinien, tout simplement. Tout ce qui est violent, ça suscite un intérêt parce que tu as envie de te protéger contre ça, tu as envie d'être au courant, tu as envie de savoir ce qui se passe, tu sais. Fait que instinctivement, tu veux en savoir plus, fait que tu restes, puis on te vend de la publicité. Ouais. Puis la stupidité, ben, toutes les émissions ou toutes les compilations qui ont beaucoup de succès sur des événements stupides, des accidents stupides, des gens qui font des choses ultra stupides, puis qu'au final, ça tourne mal, mais pas trop non plus. T'sais, souvent, c'est pas nécessairement des décès. Mais tout ça, ben, en fait, ça permet de se valoriser. C'est ça l'objectif derrière ça. C'est de rire, mais de rire de quelqu'un. Et en riant de quelqu'un, ben, forcément, ça rehausse notre estime. C'est aussi simple et stupide que ça. L'humain n'est pas si intelligent que ça. Donc, les maîtres ont façonné un public qui réclame leur marchandise avec d'autant plus d'insistance qu'il ne peut. Et donc, demande beaucoup de marchandises, puis en faisant en sorte, en augmentant la demande, ben, ça permet de vendre à un meilleur prix. Et lorsque le consommateur achète les produits, ben, ça lui permet de décharger sa frustration et de l'agressivité qu'elle a fait naître au départ. Hébert Marcuse. À la page 33, c'est vraiment... c'est fou comment c'est actuel dans notre société. Il va parler, dans le fond, de l'exploitation, du système d'exploitation puis de domination, qui ne sont, c'est tel quel, là, qui ne sont plus ressenties comme pénibles parce qu'elles sont compensées par un niveau de confort qui est jusqu'à présent jamais égalé. C'est ça. C'est incroyable. C'est vraiment ça. Je veux dire, les gens sentent qu'il se passe quelque chose, qu'ils se font exploiter, ils vont travailler, qu'ils sont endettés jusqu'au cou, mais ils reviennent le soir puis ils s'étalent dans leur divan, puis ça leur fait du bien. Ils regardent un film, puis on est prêt à recommencer demain.
Tant que la santé est un peu OK, tout est beau. Fait que le niveau de confort permet vraiment d'adoucir en fait la pilule pour que le système puisse continuer, tout simplement. À la page 35, il va parler de la classe ouvrière. Il va dire, dans le fond, on est évidemment en 1969, le capitalisme avancé a réussi à intégrer la classe ouvrière à son système, notamment les organisations ouvrières. Cette collusion a effacé la distinction entre l'intérêt réel et l'intérêt immédiat des exploités. Aujourd'hui, c'est un peu moins présent, ça, à mon avis, dans le sens où il y a de moins en moins d'ouvriers. Beaucoup de tout ce qui est cheap labor est fait dans d'autres pays, du moins en Occident. C'est fait dans d'autres pays. Donc, justement, tout le monde a accès à un certain niveau de confort, puis cette pilule-là arrive beaucoup plus à passer. Puis, justement, c'est ça, il n'y a plus vraiment de contestation. Moi, j'en vois plus vraiment. Des gros mouvements ouvriers, il n'y en a plus. C'est vraiment fini. Ça a tout été scindé. Il n'y a plus d'unité à travers les ouvriers. Puis, ben ça a quand même un gros impact au niveau du pouvoir de contestation de la population. À page 40-41, c'est super actuel. La liberté et l'intimité risquent de devenir des luxes antisociaux. C'est totalement vrai. Dès que, dès que- Surtout si c'est un projet en autosuffisance, là, on dirait que tu deviens comme un antisocial parce que ton besoin, c'est d'être plus libre chez toi, d'être moins dépendant du système, tu sais, dans ta petite famille, tes petites affaires, puis de ta communauté. Ben, c'est souvent perçu comme étant un mouvement antisocial. En fait, à mon avis, c'est un peu totalement le contraire. C'est beaucoup plus sain comme système. Si on va à la page 114, il parle du mouvement étudiant. Évidemment, la publication date de 69, puis je pense qu'il a fait des retouches, mais mai 68, il en parle là-dedans, mais ça a été écrit avant. Puis ça, il le spécifie dans le livre. Ben, il parle du mouvement étudiant, puis il va parler, en fait, il va parler de la contestation à cette époque-là, comment qu'elle était, comment qu'elle s'articulait. Donc, il va parler dans les pays socialistes, l'opposition accepte la structure socialiste de la société. Donc, on parle de tout ce qui est Union soviétique, tous les pays là, puis Amérique latine aussi, mais s'élève contre les régimes autoritaires et répressifs sur lesquels repose une bureaucratisation de l'État et du parti. Donc, ça, c'est le gros défaut de la société communiste, de l'URSS. C'est toute la bureaucratisation, puis c'est ça qui était, dans le fond, beaucoup décrié à cette époque-là. Tandis que dans les pays capitalistes, il va dire la faction militante du mouvement semble croire sans cesse, elle est anticapitaliste, elle est socialiste ou anarchiste. Dans le fond, elle est vraiment en réaction face à toute la société de compétition et à la production de biens qui sont, ma foi, souvent superflus. Tout ça, moi, ça m'a amené aussi à réfléchir. C'est quelque chose que j'avais déjà en tête. Je pense qu'actuellement, le plus gros des leviers pour un pouvoir de contestation sociale très fort, mais en fait, qui serait biaisé, mais parce que ça serait pas un mouvement social vraiment, ça serait un mouvement de camionneurs, de camionneuses, au fond, qui est un syndicat des transports. Là, je vous garantis que la face de l'Occident changerait au grand complet. Si les camionneurs étaient syndiqués au même titre que les travailleurs de la construction le sont au Québec, c'est-à-dire pas nécessairement dans un monopole syndical, mais dans une adhésion, d'être obligé en tant que camionneur d'adhérer à une instance syndicale, puis que ces instances syndicales-là fassent front commun sur le gouvernement, sur n'importe quoi, pour accéder à certaines demandes si elles s'alignent dans ces objectifs-là. Ça, je pense que, pas que c'est volontaire, mais ça serait le plus grand pouvoir, tout simplement. On parle, tout est transporté, en fait. Absolument tous nos produits sont transportés. Et beaucoup sont transformés, mais tout est transporté. Que ce soit toutes les pièces, l'alimentation, absolument tout est transporté. Puis même à l'échelle locale, ben,
Il y a beaucoup de choses qui, en fait, sont produites à l'échelle locale, mais qui sont basées aussi sur des coûts externes qui sont transportés. Bref, s'il y avait un syndicat de camionneurs, ça serait sans doute le plus puissant syndicat qui existerait. Ça, c'est sûr et certain. Juste bloquer les routes, ça serait super simple. 2 camions, c'est fini. Je veux dire, s'il y avait un mouvement de grève au niveau des camionneurs, ça serait terrible. Puis ça, c'est quelque chose qui est, pas qui est ressorti, mais en fait, que beaucoup, pendant la COVID-19, il y avait des tableaux lumineux qui félicitaient les camionneurs et tout ça. Oui, mais être camionneur, c'est pas une job de rêve. Hein. C'est vraiment, c'est pas très bien payé, t'es pas souvent chez soi. Tu fais beaucoup de routes, beaucoup de frustration, position assise, des longues heures de travail. Fait qu'on les remerciait, mais au final, c'est comme merci, mais continue dans ce mood-là. Reste dans cette optique-là. T'sais. Reste petit, si on veut. S'il y avait un mouvement de camionneurs syndiqués, je vous garantis que, de un, on paierait plus cher nos marchandises. De deux, ils seraient mieux payés, eux. Il y aurait des horaires beaucoup plus intéressants. Là, l'industrie se porterait mieux en tant que telle, au niveau des emplois et tout ça. Mais la problématique, comme je disais au départ, c'est qu'en fait, ça ne serait pas un mouvement social, ça serait plutôt un très fort levier, mais qui servirait à des fins plus individuelles, si on veut. Ça améliorerait certainement les conditions sociales de tous les camionneurs, camionneuses. Ça serait vraiment bénéfique pour eux, mais il n'y aurait pas nécessairement de levier pour changer le système. Il n'y aurait pas cette volonté derrière. Contrairement souvent à des mouvements étudiants qui, eux, en fait, sont de d'une pluralité de secteurs. Ça peut être sociologie, philosophie, sciences humaines, sciences nature, tous rassemblés vers un objectif qui souvent est plus large, qui est une contestation sociale et qui est une réflexion de la société. Donc, c'est vraiment important aussi d'écouter les revendications étudiantes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, parce que leur regard se pose sur l'avenir et la réflexion, elle est sociale, elle n'est pas individuelle la plupart du temps. Fait que, bref, Hébert Marcuse, très bon auteur. Ça se lit quand même, c'est sûr que c'est un peu vieillot. Ça se lit quand même très bien, mais c'est ça, bonne lecture.